Bonsoir, je suis quand même choqué de voir que un Vincent Bolloré a des trains chez nous en Afrique. Mais c'est quand même aberrant. Au fait, on nous fait croire que l'Afrique est indépendante, mais en réalité, la France tire toujours les ficelles. Donc, un Vincent Bolloré ne peut pas avoir des trains en Afrique, c'est pas normal. Les trains africains doivent revenir au peuple africain. Et la terre africaine appartient au peuple africain. Peuple africain, réveillons-nous. Réveillons-nous. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre avec l'homme blanc. L'homme blanc barbare. Vous êtes en direct avec le Thier africain. À tout à l'heure. Sortie du ravin, la carcasse d'un des 4 premiers wagons a s'être détachée lors du déraillement du train 152. Des wagons soulevés pour s'assurer qu'aucun autre corps n'est resté coincé sous la rame. Témoin de la scène, le Premier ministre camerounais et plusieurs de ses ministres à la tête de la commission d'enquête chargée de faire la lumière sur ce drame. C'est des wagons qui étaient dans le ravin et qui donc se sont détachés. Sur le site, Benoît Siga, ex-conducteur de train, devenu un expert ferroviaire. Donc ça, ce sont des trains de Vincent Bolloré, des trains de la mort. La violence de cette chute-là. Vous voyez les chaises qui sont arrachées, les tôles qui sont totalement déchirées, donc c'était violent. Un choc violent pour un train surchargé. D'après un document interne que nous nous sommes procurés, la rame était composée de 17 wagons pesant 675 tonnes. Or, selon les propres instructions de l'opérateur ferroviaire Cabrail, la charge d'un train voyageur ne pouvait excéder 650 tonnes. Le conducteur a donc dû obtenir cet ordre spécial de sa hiérarchie pour quitter la gare en surcharge. Alors ça c'est P132, alors il était là. D'après les calculs de l'expert, 8 wagons supplémentaires ont été rajoutés à la hâte le matin du drame. 8 voitures de fabrication chinoise comme celle-ci, dépourvues d'un système de freinage adéquat. Ce qui est constant, c'est que le système de freinage est à l'origine de ce drame et c'est ce qui a provoqué l'excès de vitesse qu'on a observé. Cette portion de voie devait être traversée à 40 km/h. Et malheureusement, la rame est arrivée à 96 km/h. Sur une de ces portions, cette voie ferrée présente une particularité géomorphologique qui en fait l'une des plus dangereuses au monde, avec une pente raide sur plus de 38 km. Une descente abrupte, presque à pic, empruntée par ce train avec à bord plus de 1500 passagers et un système de freinage défectueux. Au bout, une folle course et une catastrophe qui, de l'avis de nombreux experts ici, était largement prévisible. Le matin même du drame, une inspection sur le train faisait déjà état d'un manque de freinage sur la locomotive et d'une usure complète des semelles de train, de quoi nourrir le rapport d'enquête et le procès en responsabilité de Cabrail, filiale du groupe Bolloré, visé par plusieurs plaintes déposées au Cameroun et en France. Bienvenue, merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de Reporter, le magazine de grand reportage de la rédaction de France 24. C'est un projet pharaonique à travers les déserts et les forêts tropicales d'Afrique de l'Ouest. Un immense chemin de fer est en construction. La boucle doit traverser 5 pays et relier Cotonou à Abidjan en passant par Niamey. Un pari du français Vincent Bolloré qui doit coûter 2,5 milliards d'euros. Les travaux ont déjà commencé et il s'agit de réhabiliter 1500 km de rails datant souvent de l'époque coloniale et d'en construire 1500 autres. Entre instabilité politique et risques sécuritaires
dans la sous-région. Le projet n'est pas sans difficulté, ni sans polémique, mais face aux méthodes et aux intentions du groupe français, les accusations de néocolonialisme se multiplient. L'industriel français n'en a cure. L'enjeu est aussi évidemment économique. Le train ouest-africain est destiné à transporter des tonnes d'uranium, de minerais, de coton et de cacao. Il était une fois dans l'ouest africain. C'est un reportage d'Emmanuel Sedji, Arnaud Froger et Anna Sylvestre Traîné. Il ne reste que quelques minutes avant le départ. Une certaine agitation règne en gare de Ouagadougou. Beaucoup se pressent, il faut charger des dizaines de kilos de marchandises. Comme 3 fois par semaine, le train s'élance pour un long voyage. Direction le sud et Abidjan, en Côte d'Ivoire. À bord, on doit être patient. Les rails sont vieux et abîmés, le train est lent. Depuis le Sahel, il faudra au minimum 32 heures pour atteindre l'océan. C'est bien plus que par la route. Et pourtant, le train a ses adeptes. Avec le bus de transport en commun, il y a plus de traite, il y a les risques d'accident, les risques de braquage, et une roue peut péter et il n'y a pas les premiers soins que les médecins nous donnent ici. Donc c'est bien vrai que nous avons un peu du temps à y mettre sur le parcours, mais ça ne fait rien. L'important c'est d'arriver en bonne santé. Le luxe des wagons des années 50 semble loin. Il fait chaud, les sièges ne sont pas des plus confortables. Votre attention, messieurs, dames. Voilà. D'accord, monsieur Audio, c'est parti, c'est pour vous dire merci pour cette traversée commencée depuis Ndanda, depuis Ouagadougou. Le voyage promet d'être éprouvant. Donc vous voyez comment Vincent Bolloré se moque de nous, des Africains. Nombre d'entre eux sont commerçants. Est-ce que c'est l'argent qui nous manque de pouvoir avoir des bons trains comme en Europe? Nous avons beaucoup d'argent, nous avons des minerais, nous pouvons arranger bien nos chemins de fer. Mais pour cela, il faut qu'on se débarrasse des tordus de la France-Afrique de merde. Ça, là, le train, en tout cas, ça m'a apporté du bonheur. Le temps s'étire, les paysages défilent. Ce train-là est aujourd'hui le seul en Afrique de l'Ouest à transporter des voyageurs. L'objectif du groupe Bolloré, c'est de lui faire traverser toute la sous-région. Si tout va bien, à terme, il devrait franchir 4 pays, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Niger et le Bénin, et ainsi relier les ports d'Abidjan et de Cotonou. 1500 km de voies sont à construire, 1500 autres à réhabiliter. Les travaux ont déjà débuté. Ils devraient durer 10 ans au moins et coûter 2,5 milliards d'euros. Le chantier est titanesque. Si on essaie de comparer les kilométrages et surtout le tonnage de rails qui va être nécessaire pour l'ensemble de la boucle, on aurait à peu près l'équivalent de 30 fois la Tour Eiffel. Pour le ballast, qui est quand même un élément essentiel aussi des travaux pour la réhabilitation des voies de chemin de fer et la création aussi, on pourrait entasser un volume qui équivaudrait à peu près à la pyramide de Khéops en Égypte. Donc on est sur des volumes qui sont gigantesques. Partir à la conquête de l'Afrique de l'Ouest, c'est l'objectif du groupe Bolloré. Ni les embûches, ni les dangers, rien ne semble le dissuader. Ici, la chaleur est presque insupportable. Le vent est plein de sable et de poussière. Dans cette région du Niger, au milieu du désert, les habitants sont rares. Pour eux, le chemin de fer attendu depuis l'époque coloniale n'était plus qu'un vieux rêve. Alors chaque jour, ces futurs voisins du train viennent regarder l'avancée du chantier. Ça fait presque un siècle qu'on a dans le train. On est content. C'est un don de Dieu pour nous. On ne l'a jamais vu. Je pensais que c'était une légende. J'ai toujours entendu parler d'un chemin de fer, mais là, enfin, il arrive.
C'est une chance pour nous, ça va changer notre vie. Là, je prends la tête, comment reçu. Très bien reçu, c'est ça que je suis. Pour aller vers le sud et suivre le tracé du rail, l'escorte est indispensable. Il faut être encadré par des forces de sécurité lourdement armées. La frontière avec le Nigeria n'est qu'à une centaine de kilomètres. Dans cette région sensible, personne n'est à l'abri d'une embuscade des groupes islamistes. Il y a 2 ans, Abdoul Diop a frôlé la mort. 2 des gardes du corps de cet ingénieur ont alors été tués dans une attaque de Boko Haram. Mais lui l'assure, il n'a pas peur. Dans le protocole, il est prévu de travailler sous escorte militaire. Donc, c'est pas un obstacle ou c'est pas un frein par rapport à je suis habitué. C'est pas stressant du tout. Vu que ça fait pratiquement plus de 5 ans où je travaille comme ça, sous conditions escorte. Sur la route du train, les obstacles sont parfois inattendus. Plus au sud au Bénin, il y a encore quelques mois, la nouvelle vie des rails semblait avoir enfin démarré. Pour la première fois depuis une décennie, une draisine y roulait. L'engin du groupe Bolloré était chargé d'explorer la voie. Dans cette gare de banlieue, les travaux allaient bon train et les cheminots se félicitaient de la prochaine réouverture de la ligne de chemin de fer reprise par l'industriel français. Nos clients qui n'ont plus le train depuis un moment et aujourd'hui on leur dit que d'ici là ils auront le train. Vraiment c'est la joie parce que nous avons des zones enclavées qui n'a pas du tout la voie routière. Mais 4 semaines plus tard, c'est loin des rails que nous avons retrouvé Félix, le chef de gare de Paou. Il est désormais au chômage technique et passe ses journées chez lui, contraint de faire de l'élevage. Car la justice du Bénin a ordonné l'arrêt immédiat des travaux sous peine d'une forte amende pour le groupe Bolloré. Si je n'ai pas ça à côté, je ne peux rien. Je mourrai de faim. Vraiment, nous prions toujours pour que ça y ait de l'avant, pour des joies à venir. On ne souhaite plus revenir dans nos anciens temps, le temps passé, ce qu'on avait vécu. Vraiment, c'est une chance pour nous aujourd'hui d'être payés tous les mois. À l'origine des déboires de l'industriel français, le groupe Pétroline, détenu par un milliardaire béninois, Samuel Dossou. Preuve à l'appui, son administratrice revendique la paternité du projet de chemin de fer entre le Bénin et le Niger. Ce n'est pas du tout un marché de Bolloré. Les États se sont engagés avec le groupe Pétroline. Bolloré est un usurpateur, un prédateur qui ne dit pas son nom parce qu'on ne comprend pas. Le groupe Pétroline a effectivement gagné l'appel d'offres en 2010. Mais 3 ans plus tard, Bénin et Niger ont octroyé le marché au groupe Bolloré. Habile, le Français s'est assuré du soutien des cheminots en leur versant 20 mois d'arriérés de salaire, des méthodes cavalières et peu orthodoxes que dénonce ce puissant leader de la société civile béninoise. Il faut les comprendre aussi parce qu'ils ont fait. Et l'homme qui a fait n'est pas un homme libre. Je les comprends aisément. Donc, il faudrait qu'on fasse tout possible pour que les choses se fassent bien et qu'il n'y ait pas de discrimination par rapport aux opérateurs. Il ne faut pas qu'il y ait de discrimination par rapport aux opérateurs. Les autorités du Bénin, elles, semblent avoir choisi leur camp, celui de Bolloré. Elles lui ont même accordé le contrat de concession du rail en octobre dernier. Si la justice estime, Béninois estime, que tel que les choses se sont passées, ça a été mal conduit. Bon, lorsque le dossier sera vidé, on va maintenant s'asseoir pour pouvoir décider de comment nous allons faire. Parce que pour le moment, notre compatriote béninois, nous n'avons encore signé aucun contrat de concession avec nous. La plus haute juridiction du pays, la Cour suprême, a finalement été saisie. C'est elle qui dira le dernier mot, sans doute après la présidentielle prévue fin février. En attendant, l'industriel français fait tout pour séduire les riverains du futur train.
Avant même la pose de nouveaux rails, ce sont des murs que le groupe Bolloré a ici. Des lieux qu'il a appelés Blue Zone. De jeunes patrons de start-up y travaillent, comme ces 3 entrepreneurs qui ont pu y concrétiser leur projet de vente en ligne. Cet espace que nous avons, c'est de nous permettre déjà de mettre notre plateforme en ligne, et qui permettra aux Béninois, aux étrangers de l'extérieur, voulant bien sûr construire au Bénin, de se faciliter la tâche en demandant déjà des devis. Tout fonctionne ici avec des panneaux solaires et des batteries dernier cri, une autre des spécialités du groupe. Peu de difficultés semblent en réalité arrêter le groupe Bolloré. À l'image de son train, qui lentement, mais sûrement, finit toujours par arriver. Le voilà à Abidjan, son terminus. Cette fois-ci, il lui aura fallu plus d'1 jour et demi pour atteindre l'océan. C'est dans cette ville, en passe de reconquérir sa place de capitale d'Afrique de l'Ouest, que le groupe Bolloré pilote son projet fou de boucle ferroviaire, persuadé qu'il réussira à le réaliser. Depuis la nuit des temps, si vous voulez, chaque fois qu'on a relié des gens, qu'on a trouvé des chemins, qu'on a permis à des marchandises de se déplacer, à des minerais de circuler, depuis la nuit des temps, c'est ce qui a apporté le développement économique. On est dans cette vision du futur, de la conquête de l'Ouest. Comme il y a eu la conquête de l'Ouest aux États-Unis, on est dans la conquête économique de l'Ouest africain. Coton, café, cacao, minerais. C'est avant tout les richesses de cet Ouest africain qui intéressent l'industriel français. Comme le terminal à conteneurs d'Abidjan, le groupe Bolloré gère 15 ports sur le continent. Grâce à son train, et quitte à faire grincer de nombreuses dents, il espère gérer une grande partie des flux de marchandises de la région, depuis le désert jusqu'à l'océan, voyant dans l'Afrique l'avenir de la croissance mondiale. Et on se rend maintenant à Abidjan, qui sera peut-être un jour le terminus de cette ligne, pour y retrouver Anna Sylvestre Trainer. Anna, vous avez réalisé ce reportage. Alors ce train, c'est une idée très ancienne qui date de l'époque coloniale, et pourtant, eh bien, il n'est toujours pas opérationnel, ce train. Oui, cette idée d'un train qui traverserait toute la sous-région et date du début du XXe siècle, du moment où la puissance coloniale française a finalement lancé ses travaux sans jamais les terminer. Car dès ce temps-là, beaucoup d'acteurs ont compris l'intérêt stratégique que pouvait avoir une ligne de chemin de fer pour le commerce, pour lier les gens, les territoires, pour le développement de la région. Cette idée, elle a été reprise notamment par exemple sous Thomas Sankara, le burkinabé, président anti-impérialiste, mais jamais elle n'a été achevée à cause de guerres, de bouleversements politiques, à cause aussi de l'investissement économique que cela représente. Maintenant, c'est donc l'industriel français Vincent Bolloré qui s'est emparé de cette idée et qui tente de la réaliser, mais vous l'avez vu dans ce reportage, les difficultés sont nombreuses, donc chacun se demande si vraiment cette boucle verra le jour. Alors Anna, parlons de l'initiateur donc de ce projet aujourd'hui, c'est-à-dire le français Vincent Bolloré, qui a une importance particulière dans cette zone de l'Afrique de l'Ouest. Est-ce qu'on peut quantifier un peu l'influence que l'homme d'affaires français a ? Vincent Bolloré, c'est un acteur qui est installé ici, en Afrique de l'Ouest, depuis longtemps déjà. Ses proches que nous avons pu rencontrer dans le cadre de ce reportage nous le disaient. Pour le groupe Bolloré, eh bien, l'Afrique, c'est le continent de l'avenir. C'est là où il faut être aujourd'hui, c'est là où il faudrait être demain. Alors, Bolloré, aujourd'hui, c'est déjà 15 concessions portuaires, ce sont des entrepôts, ce sont donc déjà des lignes de chemin de fer. Et le groupe revendique un chiffre d'affaires annuel de 2,5 milliards d'euros, rien qu'en Afrique. C'est donc colossal. On sait donc que c'est un homme qui est extrêmement présent ici sur le continent et notamment en Afrique francophone. Mais cette présence d'un homme d'affaires français ravive les polémiques sur une forme de néocolonialisme ? Oui,
oui, cette position parfois dominante, voire en quasi-monopole sur certains secteurs de logistique, eh bien, évidemment, ça fait naître de nombreuses critiques de la part de certains de ses concurrents, comme de la part de certaines organisations de la société civile. Vous connaissez, vous avez entendu parler de la proximité de Vincent Bolloré avec certains chefs d'État français, comme Nicolas Sarkozy. Eh bien, ici, parfois, on parle de sa proximité avec certains chefs d'État africains, comme Alassane Ouattara, ici, en Côte d'Ivoire, ou bien Boni Yayi, au Bénin. Eh bien, tout cela fait planer eh bien, des soupçons de réseaux d'influence. C'est bien ce qu'on lui reproche, et notamment ce qui lui est reproché en ce moment au Bénin par l'industriel Samuel Dossou, qui dit que Bolloré n'avait pas à s'installer là où il s'est installé. Ce sera désormais à la justice béninoise donc de trancher sur ce dossier. Merci Anna Sylvestre Trainer, vous étiez en duplex d'Abidjan en Côte d'Ivoire avec nous. Merci à vous d'avoir suivi cette émission.